Coucou toi, ça y est, c'est les vacances. Et ouais, mais pas pour cette chaîne YouTube. Il y aura toujours des vidéos qui sortiront, même pendant les vacances. Et c'est pas beau ça? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog sur la ville de Lyon, le 2e arrondissement. Ah oui, nouvelle coupe aussi. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, je suis pas coiffé, mais bon, je suis quand même beau, non? La gênance. Ok, je suis pas assez beau pour vous, c'est ça? Personne va te répondre, Geoffrey. Hein. Tu sais, ils sont derrière leur écran, ils en ont rien à foutre de comment tu te coiffes ou comment tu t'habilles. Hein. Donc, comme je le disais, nouveau vlog sur le 2e arrondissement de Lyon. Donc, installez-vous confortablement dans votre canapé, buvez votre petite limonade. Allez, santé, jingle. Oula, excuse me. Ah oui, il faut que j'aille chercher mes lunettes. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Wouhou! Les lunettes! Vous êtes où? Elles sont là. Quoique, parce que j'en ai besoin. Eh, c'est les vacances, hein, on s'en fout. Hein. Moi, je suis un dingue. Donc aujourd'hui, on va parler du 2e arrondissement de Lyon. La dernière fois, on a fait le 1er arrondissement. On est allé sur les pentes de la Croix-Rousse. Qu'est-ce qu'on a visité? Je me rappelle même plus. Les quais Saint-Vincent, les subsistances. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse partie de la presqu'île. Car oui, le 2e arrondissement, c'est sur la presqu'île. Donc c'est parti. Le 2e arrondissement de Lyon, il est situé sur la partie sud de la presqu'île, formée par la Saône et le Rhône. L'arrondissement, il constitue l'hypercentre de Lyon, par sa position géographique, son dynamisme commercial et le nombre de monuments. Sa superficie est de 3,41 mètres carrés. Cet arrondissement, il a été créé le 24 mars 1852, date de création des 5 premiers arrondissements, et c'est aussi l'un des quartiers commerçants de Lyon. La principale artère commerçante de la ville, la rue de la République, se situe d'ailleurs dans cet arrondissement. Se situe également dans cet arrondissement la place Bellecour, la principale place de la ville, ainsi que la gare de Lyon-Perrache, la 2e plus grande gare de la ville de Lyon. L'arrondissement est considéré comme le plus huppé de la ville et où sont installées de nombreuses boutiques de luxe et de bijouterie. En 2022, l'arrondissement comptait 29 880 habitants. Le patrimoine du 2e arrondissement reflète les différentes époques et y raconte en partie l'histoire de Lyon. Il fait partie intégrante du site historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, et en parcourant la presqu'île, au fil des quartiers, Cordeliers, Bellecour, Perrache, Confluence, tantôt côté Saône, tantôt côté Rhône, vous pouvez découvrir l'histoire de la ville au travers de superbes édifices et aux monuments qui oscillent entre historiques et contemporains. Et en parlant de monuments historiques, on va commencer par parler du Palais de la Bourse. Le Palais de la Bourse, ou Palais du Commerce, est un édifice inauguré en 1860 par l'empereur Napoléon III. Il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1994. Il est bordé par la place des Cordeliers et il abrite actuellement le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Il est donc décidé en 1853 la construction du Palais du Commerce. Il doit réunir un musée d'art et d'industrie, des magasins, la compagnie des agents de change et des courtiers en soie, ainsi que la Chambre de commerce et le tribunal de commerce. Les architectes du Palais de la Bourse sont René Dardel et Auguste Monvenoux. Le bâtiment est composé de 4 pavillons d'angle et d'une salle centrale appelée Salle de la Corbeille qui en occupe toute la hauteur. La décoration du bâtiment, tant dans ses façades que ses parties intérieures, est de style néo-renaissance et il reflète la destination de l'édifice. Des statues de la justice, de la tempérance, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Les 2 façades au nord et au sud sont richement décorées avec de nombreux entablements, balcons et colonnes. La plupart des peintures des plafonds intérieurs sont l'œuvre d'artistes lyonnais tels que Antoine-Claude Pontus-Signé ou de Jean-Baptiste Beuchot. Et en plus, à partir du début du printemps, on a de magnifiques magnolias qui voient éclore leurs fleurs. Et en s'avançant de plus en plus vers la place Bellecour, on peut dévoyer d'un côté vers la place de la République pour aller sur la place des Jacobins. La place des Jacobins a eu beaucoup de noms différents.
Jusqu'en 1782, la place est appelée Place Confort. Après cette date, elle va devenir la place des Jacobins. Mais en 1794, elle est rebaptisée Place de la Fraternité, après avoir changé de nom 2 fois, Place de Préfecture, puis elle prend ensuite le nom de Place de l'Impératrice sous Napoléon III. Elle est renommée Place des Jacobins en 1771, après la chute du Second Empire. La place s'étend sur l'ancien couvent des Jacobins, détruit en 1808. Elle doit son nom aux religieux jacobins ou frères prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominique qui ont occupé l'immeuble. Ce bâtiment a ensuite abrité la préfecture du Rhône sous Louis-Philippe. La place a été ouverte en 1557 sur les terrains des religieux à l'emplacement de leur cimetière, les murs ayant été démolis pour permettre l'accès du public. Sur l'emplacement de la place, 4 fontaines furent successivement installées, et en décembre 1876, la municipalité ouvre un concours pour la décoration de la place des Jacobins. La direction des travaux de la fontaine des Jacobins sera confiée à Gaspard André, à qui nous devons également le théâtre des Célestins, qui est juste à côté. On n'en parlera pas, peut-être pour une autre vidéo. Si jamais vous voulez voir une suite du 2e arrondissement de Lyon, n'hésitez pas à le dire en commentaire, likez cette vidéo, et peut-être que je ferai un nouvel épisode. C'est cette fontaine majestueuse des arts qui offre aujourd'hui à la place son identité. Elle est en marbre blanc, de type pyramidal, et elle est composée de 4 étages de bassins et de vasques circulaires. Au centre s'élève une construction de plan carré. À son sommet, le temple est surmonté d'un petit édicule à rotonde de style néo-renaissance qui abrite le trépied d'Apollon. La fontaine a été construite en l'honneur de 4 siècles d'art lyonnais à travers 4 artistes lyonnais reconnus. Philibert Delorme, au XVIe siècle, qui était architecte, Guillaume Coustou, au XVIIe et XVIIIe siècle, sculpteur, Gérard Audran, dans les années 1600-1700, qui était graveur, et Hippolyte Flandrin, au XIXe siècle, qui était peintre. La fontaine a été inscrite au monument historique en 1992. Tout autour de la place est entouré essentiellement d'immeubles d'environ 5 étages du milieu du XIXe siècle. C'est au moment de la percée de la rue Gasparin que de beaux immeubles sont édifiés sur les côtes est, sud et nord de la place. En partant de la place des Jacobins, je suis aussi allé goûter chez Pimprenel, qui est un bar à tartines, salon de thé, et qui font des brunchs tous les samedis et les dimanches. Ils font donc des tartines salées, ou sinon du sucré, des jus de fruits, des confitures, du thé, des chocolats chauds, du café. Pour ma part, j'ai pris un moelleux au chocolat, un cheesecake au spéculoos, un chocolat chaud et un jus de fruits à la pêche. C'était très bon. Et après avoir marché vers la place des Jacobins, on se dirige lentement vers Bellecour, mais juste avant, on fait un petit détour vers l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu est l'un des plus grands bâtiments de la presqu'île de Lyon, dans le quartier de Bellecour. Ayant tout d'abord une fonction hospitalière, il accueillait les pèlerins et les voyageurs. Les membres de la confrérie du Saint-Esprit confient la construction de cet établissement modeste, qui date du XIIe siècle, aux frères pontifes, qui sont des moines bâtisseurs. La capacité d'accueil n'étant pas suffisante, les échevins de Lyon, qui sont donc les nouveaux propriétaires, décidèrent de construire sur le site de la chapelle actuelle un grand hôpital qui prit le nom de l'hôpital de Notre-Dame de la Pitié du Pont du Rhône. C'est un peu long comme nom quand même. Il était composé d'un grand bâtiment avec grenier. Sa capacité est d'environ 180 lits. L'établissement jouit d'une bonne réputation, mais il devient à nouveau trop petit. Et l'on décide de faire construire un cloître et de nouveaux bâtiments. Et c'est à partir de là que l'hôpital va subir de grandes transformations. Mais l'Hôtel-Dieu est victime de nombreux incendies. Durant le XVIIIe siècle, les sinistres se succèdent. En 1718, en 1737, en 1742 et en 1772. Ça fait beaucoup. Différents décrets de 1789 suppriment les ordres religieux et les organisations médicales. L'Hôtel-Dieu devient l'hospice général des malades. Sauf que la situation financière est catastrophique. Les recteurs sont obligés de démissionner en 1791 et de remettre la direction au directoire du département du Rhône. Au XIXe siècle, cet établissement reçoit un nombre considérable de malades et l'hôpital est encore agrandi. C'est alors que l'Hôtel-Dieu devient un centre actif de la chirurgie. Il est aussi réquisitionné par l'armée en 1914 et deviendra un hôpital militaire jusqu'en 1923. À l'aube du XXIe siècle, l'hôpital est considéré comme une entreprise avec les mêmes impératifs économiques. Et en 2022, ils sont près du dépôt du bilan et en 2008, le déficit augmente encore. On parle de restructuration, puis de fermeture qui intervient en 2010.
Mais un projet de réhabilitation aura lieu dans les années 2010 pour redonner vie à ce bâtiment d'exception. Le bâtiment est de style néoclassique et est classé monument historique en 2011, ce qui je trouvais vraiment très tard quand même pour un bâtiment de ce type d'être inscrit seulement en 2011. Il est constitué d'un cloître, un petit dôme, une chapelle, une façade monumentale face au Rhône, du Grand Dôme, du réfectoire des Sœurs Hospitalières ou encore de l'ancien musée des Hospices civils de Lyon. Aujourd'hui, on peut y retrouver beaucoup de magasins et de restaurants et de bars. On a aussi une salle de conférence et un hôtel de luxe. On va boire un coup parce que c'est quand même le 3e édifice de monuments historiques qu'on est en train de voir juste sur un seul quartier, donc ça fait beaucoup. Et donc, on va enfin pouvoir parler de la place des terreaux. Pas du tout, c'est pas ça, c'est la place Bellecour. Je dis n'importe quoi. Effectivement, à côté de l'Hôtel-Dieu, on a la place Bellecour. Cette place est un élément majeur de la ville et c'est surtout sa plus grande place avec 62 000 m², l'une des plus grandes places de France et c'est la plus grande place piétonnière d'Europe. Elle constitue le point kilométrique 0, donc toutes les distances sont comptées à partir de ce point. Elle situe également une altitude de référence pour la ville, soit 170 mètres. À l'époque gallo-romaine, le quartier de Bellecour est une île formée de terre alluviale. Sur la presqu'île, il n'y avait alors aucun signe de ce lieu. Il semblait que c'était un foyer commercial, mais c'est à la Renaissance que les villes construisent des places, lieux de rencontre et d'échange, qui les mettent en valeur et contribuent à la grandeur du nouveau pouvoir. En 1658, Louis XIV lui donna le titre de place royale et promulgua une ordonnance défendante à la ville d'en aliéner, échanger ou vendre aucune partie et d'y laisser bâtir aucune maison ou édifice pour quelque cause que ce soit. C'est donc grâce à Louis XIV qu'on a une énorme place. Les grandes heures de la place Bellecour vont alors pouvoir commencer. Au centre de la place s'élève la statue équestre de Louis XIV, représentant le roi Soleil en empereur romain. Elle symbolise le pouvoir royal sur la ville. La première statue, en 1713, fondue pour faire des canons à la Révolution, est remplacée par celle de François-Frédéric Lemot en 1825. La statue équestre repose sur le piédestal, d'origine ornée de 2 allégories, réalisées par Guillaume et Nicolas Coustou, représentant le Rhône et la Saône. Autour de la place sont alors construits des édifices dont les façades sont destinées par le premier architecte du roi, Robert de Cotte. La place Bellecour devient une véritable vitrine de la ville et un lieu de passage pour les personnes illustres. Et dernièrement, on a eu des petites controverses sur cette place parce que, comme vous le voyez sur les images, il y a eu des installations faites par le maire écologique de la ville. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même quelque chose qui a coûté plusieurs millions d'euros et qui est censé rafraîchir la place, sachant que c'est vrai que la place n'a quasiment aucune végétalisation à part sur les côtés, on a quelques arbres, mais sinon la place est immense et il n'y a pas d'arbres. On ne peut évidemment, pour ceux qui ne le savent pas en planter au milieu de la place, ou en tout cas là où cet espace est vide, tout simplement parce qu'en dessous il y a des parkings et qu'il faudrait donc supprimer des places de parking pour pouvoir planter des arbres. Ce qui coûterait aussi énormément d'argent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne végétalise pas assez la place. Ces grandes installations sont des grandes ombrières, alors bon, je ne sais pas trop quoi en penser, sachant que certes c'est très cher pour ce que c'est, et que surtout ça fait pas beaucoup d'ombrage. On en a certains qui ont des pulvérisateurs d'eau, ce qui permet de rafraîchir un petit peu, mais ils auraient dû le faire surtout sur le grand axe, ce qui aurait été plus logique. J'ai vu énormément de messages sur les réseaux sociaux qui pourrissent totalement la ville de Lyon, que ce soit par cette installation-là, mais par toutes les installations et les travaux qui sont en train de faire en ce moment, parce qu'on est en train de piétoniser la presqu'île de manière générale, ce qui je trouve est une bonne chose selon moi. Je peux comprendre les personnes qui viennent travailler en voiture de loin et qui auront du coup plus de mal à se garer, ou qui devront se garer en dehors de la presqu'île, ce
qui est plus compliqué, mais ce qui je trouve est plus logique. On est en ville, on a aujourd'hui tous les transports en commun possibles et inimaginables dans la ville de Lyon pour pouvoir se déplacer, donc je trouve que c'est quand même un non-sens d'avoir des voitures qui polluent. Mais le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Après cette petite parenthèse, on va pouvoir aller au-delà de la gare de Perrache, qui va venir créer une sorte de mur entre la première partie de la presqu'île et la seconde, qui est donc le quartier des Confluences. Ce quartier est le nouveau secteur sud du 2e arrondissement de Lyon, situé à l'extrémité sud de la presqu'île de Lyon, proche de la confluence du Rhône et de la Saône. Bien qu'il se trouve près du cœur historique de la ville de Lyon, le quartier du Confluent est isolé du reste de la presqu'île par les voûtes de la gare de Perrache. Aujourd'hui, il y a un projet de justement recréer un lien entre le quartier Bellecour et le quartier des Confluences, car c'est vrai que la gare de Perrache opacifie beaucoup ces deux quartiers et ils vont essayer de l'ouvrir au maximum. Il y a encore quelques années, le quartier de la Confluence était un ancien quartier industriel en friche, mais depuis les années 2000, ce quartier connaît une incroyable réhabilitation pour devenir aujourd'hui le plus récent et le plus futuriste de la ville. C'est un quartier d'expérimentation, un écoquartier qui associe audace architecturale et développement durable. Et de grands noms de l'architecture internationale y ont laissé leur empreinte, comme le siège du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de Christian de Portzamparc, des logements locatifs de Fouscas, le Cube Orange ou le Cube Vert, siège d'Euronews, de Jacob et Macfarlane, etc., etc. Autant de réalisations architecturales qui confèrent toute sa singularité à ce quartier. À Confluence se mêlent aussi bâtiments futuristes, commerces, habitations et bureaux, mais aussi de nombreux espaces verts, des parcs et des jardins. Des lieux de culture et de sortie, aussi comme la Sucrière et ses nombreuses manifestations culturelles qui accueillent la Biennale d'art contemporain ou les Doc 40 pour sortir boire un verre. C'est également un quartier où faire du shopping, au centre commercial de Confluence, où vous pourrez également vous restaurer et boire un verre avant de prendre la navette fluviale pour remonter la Saône et atteindre Bellecour en bateau. Et comme vous le voyez au fur et à mesure des vidéos, je marche lentement mais sûrement vers le confluent entre le Rhône et la Saône. En arrivant vers le centre commercial de Confluence, on peut continuer vers les berges de la Saône, je vais y arriver, pour aller vers le Cube Orange, celui dont je vous ai parlé, puis on arrive vers le Cube Vert, et si on continue encore plus loin, on va arriver vers un pont, puis en passant sous le pont, on arrive enfin au musée des Confluences. Tada! On est vraiment au bout du bout de la presqu'île. On ne peut pas aller plus loin, après c'est de l'eau. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, il y a quoi de l'autre côté de la presqu'île? J'ai toujours été au bout de la presqu'île ici, au sud, mais au nord, j'ai jamais été au bout. Peut-être parce que c'est pas possible. Attends, c'est bizarre. Fais voir à quoi ça ressemble. Maps. Ah oui, mais parce que de l'autre côté de la presqu'île, c'est différent. Il n'y a pas de bout en fait. Ça fait 12 ans que j'habite là et je découvre ça maintenant. Ne me jugez pas. Hein. Et donc, on va découvrir notre dernier lieu, qui est vraiment le point culminant de la Rhône. Du Rhône et de la Saône. Le musée des Confluences, c'est le musée d'histoire naturelle, d'anthropologie, des sociétés et des civilisations de la ville de Lyon. Il est ouvert depuis 2014 et c'est un bâtiment de style déconstructivisme. Il reprend les collections du musée Guimet
et a pour mission de compléter ce fonds par des acquisitions. Le projet déclaré est celui d'une pédagogie distrayante et artistique, les confluences des savoirs, et en même temps que d'un signal architectural comme un phare et comme une porte ouverte sur la ville. Il est associé au franchissement des 2 cours d'eau. Le jardin de la Confluence permet donc de relier les promenades établies sur les bords de la Saône et du Rhône. Et il faut savoir que ce musée a eu énormément de problèmes lors de sa construction. Que ce soit à cause d'acteurs de projet, ou tout simplement d'erreurs sur le chantier, voire même de problèmes de coût. Parce que le projet de création d'un nouveau musée, à partir des collections du Muséum de Lyon, il est lancé en juillet 1999. Et il y a donc un concours qui se crée en 2001 et qui confronte 7 équipes. Et l'équipe gagnante, c'est, je le lis parce qu'il est imprononçable, c'est l'agence d'architecture Coupe Immelblau. Je ne sais pas du tout si je le dis bien. C'est eux qui ont gagné le concours, c'est une agence autrichienne. Et donc en 2003, un premier permis de construire est délivré à la mairie. Mais les promoteurs découvrent un peu tard que le site est instable et inondable. C'est pas vrai! Il est entre la Saône et le Rhône. Oui, il est inondable, c'est normal. Tu te doutais bien que au confluent de la Saône et du Rhône, tu allais être quand même dans une zone un peu inondable. Voilà. Et en plus de ça, il est situé trop près de l'autoroute A7. Donc les travaux de renforcement coûtent 6 millions d'euros et il y a un premier retard. Mais c'est pas fini. Les travaux démarrent en octobre 2006, mais à la suite de désaccords, le chantier est encore à l'arrêt pendant 7 mois en 2007. À la mi-2018, le chantier est de nouveau arrêté parce qu'il y a une entreprise qui se désengage du projet. Du coup, en 2009, il y a un appel d'offres qui est lancé, reposant en plus sur un nouveau cahier des charges. Sauf que celui-ci ne reçoit aucune offre. Et du coup, un nouvel appel d'offres est relancé juste après l'appel d'offres précédent, et où là, il trouve enfin une entreprise. Le chantier du musée des Confluences est finalement confié à Vinci Construction, en janvier 2010. Et finalement, le musée est inauguré en décembre 2014. Et comme je vous l'ai dit, la construction a connu de nombreux déboires, dont un retard de 10 ans et un dépassement de son budget à hauteur de 5 fois son montant initial. 5 fois! 5 fois! Quand je vais vous dire le prix, vous allez péter une table. Donc, si je relis mes notes, le coût du musée, tout d'abord estimé à 61 millions d'euros, il a été révisé par le Conseil général du Rhône en 2009 à hauteur de 175 millions d'euros, ce qui n'est plus du tout le même chiffre. Et il a été révisé par le Conseil général du Rhône en 2009 à hauteur de 175 millions d'euros, puis en 2012 pour l'achèvement du projet. Fin octobre 2014, le coût prévisionnel du chantier s'établit donc à 255 millions d'euros et le coût total s'achèvera finalement à 330 millions d'euros, soit 5 fois plus que le coût initial du projet. Ça fait mal! Voilà. Finalement, je me sens ridicule quand je stresse quand il y a 30 000 euros de hors budget sur mes petits projets. Bon, je peux relativiser. On va aussi parler de l'aspect architectural de ce site, parce qu'il est quand même assez singulier. Donc on va parler un petit peu d'architecture. L'architecture du lieu est une prouesse, selon les termes de Coupe Immelblau, je ne sais toujours pas le dire. Le musée mesure 190 mètres de long sur 90 de large et 41 mètres de haut. Le projet est composé de 3 ensembles appelés socle, cristal et nuage. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble à un nuage. Bon, alors peut-être que c'est dû à la conception qui a dérapé parce qu'il y a eu des coups, etc. Ça ressemble pas trop à un nuage pour moi. Et donc le socle en béton regroupe sur sa proéminence les espaces fermés comme l'accueil et la restauration, un espace ouvert composé aussi d'un bassin. Le socle contient aussi un auditorium ainsi que les espaces techniques. Puis on a le cristal, entièrement vitré. C'est un espace composé de circulation autour d'un vortex symbolique et il permet d'accéder à une boutique et une librairie.
Et enfin le nuage, qui est l'espace des expositions permanentes et temporaires, en salle à dimension prédéterminée et articulée sur des passages ouverts sur l'extérieur. Et donc sur plus de 3000 m², le parcours permanent raconte le grand récit de l'humanité en 4 expositions distinctes. Le premier qui est Origine, les récits du monde, qui explique donc l'origine de l'humanité, voire même de l'univers. Espèce, la maille du vivant, qui questionne la place de l'être humain et ses interactions avec l'ensemble du monde vivant, qui forme une préoccupation universelle. Puis on a ensuite le troisième qui est donc Société, le théâtre des hommes, qui montre que l'être humain est une espèce qui se regroupe pour former société, culture et civilisation, tour à tour construite et fragilisée entre l'ordre établi et l'émergence d'imprévus et de désordres. Il interroge aussi les modes de fonctionnement à partir de 3 constantes que sont l'organisation, l'échange et la création. Et enfin, le dernier, Éternité, vision de l'au-delà, qui s'interroge sur la mort et les pratiques funéraires, et qui parle aussi de la question du devenir du défunt, de sa chair et de son esprit, qui est commune à toute l'humanité. Et voilà notre petit tour du 2e arrondissement de Lyon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça soutient la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire quel monument ou quel lieu vous avez préféré dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que je pourrais visiter pour les prochaines fois si je refais un vlog sur le 2e arrondissement de Lyon. Mais avant de faire un vlog bis du 2e arrondissement, le prochain, ça sera le, attention, très difficile, 3e arrondissement. Sur ce, moi je vais continuer à aller me prélasser au soleil, à finir de boire ma petite limonade et à remettre mes lunettes de soleil. Je vous dis à bientôt. Ciao! Pa